marhaba bikoum, welcome, bienvenue sur le Salon de l'entrepreneuriat en Tunisie, Rieda, 8e édition, qui est totalement virtuelle, donc une première, j'ai envie de dire, en Afrique. Et sur ce panel, je suis ravi d'accueillir des intervenants venus des quatre coins du monde, pour ne pas dire d'Égypte, de France, de Tunisie. Et nous avons aujourd'hui un panel qui est plus que d'actualité. Nous allons parler de la levée de fonds en temps de crise. Rieda, l'entrepreneuriat pour tous, tel est le slogan. Un événement sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et organisé par TPM, que je félicite et salue toutes les équipes techniques qui ont mis en place cette plateforme pour rendre accessible ce salon de l'entrepreneuriat à tous. Alors, sans plus tarder, je vais introduire nos speakers, nos intervenants qui sont parmi nous et que je remercie vivement d'avoir accepté ce rendez-vous. Et je vais saluer tout de suite Gilles Lecogen, Head of EuroKitty BPI France. Gilles, bonjour, bienvenue. Bonjour Tariq, bonjour à tous. Ravi de participer à ce panel. Merci à vous. Khaled Ismail, manager directeur de Grow in Africa Fund. So Khaled, nice to see you here with us. Welcome again here with us. Khaled. Thank you very much. Pleasure to be with you. Ahmed Ashbala, CEO de Momi. Ahmed, ravi. Donc, Ahmed est tunisien, donc une start-up tunisienne. Merci Ahmed d'être avec nous. Salut tout le monde, merci pour cette invitation. Je suis ravi aussi de participer aussi. Et bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Aziza Inoubli de InvestE, Project Manager Expertise France, qui est avec nous et que je remercie vivement d'avoir contribué donc à la préparation de ce panel. Bonjour Aziza. Bonjour, merci beaucoup, ravi d'être là. Alors, comme on l'a vu, ce sujet ne pouvait pas ne pas être traité durant ce salon Rieda. De nombreuses startups ont répondu présentes. Vous êtes nombreux et nombreuses à être sur ce panel, à vous être inscrits. Et bien évidemment, on a aussi des investisseurs, des intéressés, des TPE, des jeunes pousses, des porteurs d'idées. Vous êtes là et nous répondrons à ces questions, à vos inquiétudes aussi durant cette période de crise. Un parcours du combattant pour les startups, certes. Depuis que le coronavirus a grippé l'économie mondiale, les entreprises avancent au pas quand elles ne sont pas à l'arrêt, mais les startups ont besoin de lever des fonds pour se développer et font face à des investisseurs qui ont soudainement pris de frilosité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons dans ce panel justement des investisseurs, mais aussi des startups qui ont levé des fonds durant cette période. Et pour répondre à toute une série de questions que nous avons préparées pour ce panel, je vais inviter Gilles Lecogen, justement, pour une première série de questions. Gilles. Oui, vous êtes avec nous. Je suis là. Alors, Gilles, parlez-nous de cette situation aujourd'hui, de cette importance de lever des fonds pour une start-up. Et aujourd'hui, quels sont les principaux challenges rencontrés par les start-up pour lever des fonds d'une manière générale? Est-ce que cette crise sanitaire a eu un impact sur les opérations d'investissement, d'après vous? Bon, alors d'abord, pour commencer, je pense que dans l'auditoire, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de patrons de start-up. Donc, je pense que pour certains d'entre eux, ils sont dans cette phase de se dire, finalement, pour faire évoluer ma société, pour la développer, mon challenge, c'est de trouver des investisseurs. Donc, on sait tous que ça n'est pas si simple que ça. Et c'est pour beaucoup d'entrepreneurs une démarche qui prend beaucoup de temps, qui est volontaire et qui est sans garantie. Donc, je pense que c'est déjà un premier point sur lequel je voulais sensibiliser les entrepreneurs qui assistent à ce panel. Après, l'investissement aujourd'hui se porte bien de manière générale. On a de plus en plus d'investisseurs qui sont présents dans tous les pays et donc finalement qui sont prêts à investir au capital de ces startups. Je crois que la pandémie, la crise sanitaire actuelle, certainement a eu un effet peut-être d'attentisme pendant quelque temps au niveau des investisseurs parce qu'ils regardaient finalement ce qui se passait au niveau de leur portefeuille, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles ils avaient déjà investi.
en se disant l'argent que j'ai à ma disposition, je vais déjà le réinvestir dans mes lignes existantes si jamais elles en ont besoin. En fait, on a vite dépassé ce stade-là. Et quand on regarde les chiffres pour l'investissement au niveau de l'année 2020, que ce soit dans les pays européens ou les pays africains, on voit que l'investissement, notamment early stage, c'est-à-dire en seed, en série A et B, a continué à progresser et à évoluer de manière positive. Donc moi, je pense que ce qui a finalement changé au niveau de cette crise sanitaire, c'est pas tant l'enjeu finalement de l'investissement au niveau de ces startups, parce qu'il reste à l'identique, c'est plutôt dans le fait que finalement il est encore plus important de donner les moyens et les bons outils à ces startups pour les aider et les accompagner. Parce qu'encore une fois, d'abord il faut savoir que la levée de fonds, c'est pas toutes les sociétés en création qui en ont besoin. Donc je pense qu'il faut vraiment adresser ce message auprès d'un certain nombre de sociétés pour intéresser les investisseurs. Il faut avoir un modèle qui est scalable, il faut avoir un marché finalement temps, et il faut avoir une vraie logique derrière le fait d'aller à la recherche d'investisseurs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pour les entreprises un signe de reconnaissance. Être en capacité finalement de convaincre un ou plusieurs investisseurs, c'est déjà pour l'entreprise une reconnaissance du fait que ce qu'elle a réussi à faire jusqu'à présent a été de qualité et qu'elle a un marché avec un potentiel de développement. Et il faut savoir aussi que c'est le début, c'est-à-dire que on commence avec un investisseur early stage, mais on continue et on progresse en fait. Et il faut savoir que la plupart des entreprises ne font pas un tour de table, mais font des tours de table successifs. Et c'est aussi une démarche qu'il faut avoir en tête. Et enfin, pour en terminer sur l'importance de la levée de fonds, la levée de fonds a un impact positif aussi sur le financement global de la société. Parce que quand on va voir son banquier en lui disant, ben voilà, moi j'ai un investisseur qui a mis 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros dans ma start-up, évidemment, le banquier est en capacité de financer et d'accompagner encore plus la société dans son développement. Donc voilà, les messages pour moi, c'est oui, évidemment, la levée de fonds, c'est important, mais il faut être attentif au fait d'en avoir vraiment besoin et que ce soit au bon moment. Et de l'argent, il y en a toujours, il y en a de plus en plus. Je pense que ça attire beaucoup les investisseurs. Et donc, il faut que les sociétés sachent se positionner, soient bien accompagnées, en fait, dans cette démarche. Alors, Gilles, de par votre expérience, vous êtes dans ce métier depuis très longtemps déjà. Vous avez vu un peu le monde évoluer sous toutes ses formes. Et avec cette crise, bien évidemment, l'avènement du digital qui a explosé, qui a permis aux startups aussi de rester connectés. Comment évaluez-vous l'importance du rôle qu'ont joué ces outils digitaux pour permettre de se connecter avec entre les entrepreneurs et les investisseurs? Oui, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est très intéressant. Nous, on a créé donc Euroquity, le service que je dirige, et Aziza en dira un mot également pour ce qu'on déploie en Tunisie en 2008. Donc, à l'ère du digital, ça fait maintenant un paquet d'années qu'on gère ce type d'activité. Quand on a créé ces dispositifs digitaux, finalement, de mise en relation, de matchmaking entre sociétés et investisseurs, honnêtement, au départ, les gens n'y croyaient pas. C'est-à-dire, ils disaient, oui, moi, à quoi ça sert finalement? Quel est l'intérêt d'utiliser du digital? Et petit à petit, les investisseurs, les sociétés ont de plus en plus utilisé ces services et ça a fonctionné de mieux en mieux. On a créé aussi ce qu'on appelle nous des e-pitch, c'est-à-dire finalement ce qu'on fait là ensemble aujourd'hui, c'est on se parle à distance dans les conférences. Vraiment, cette opération en 2013, on se disait c'est bien aussi d'avoir des sociétés en mesure de se présenter face à des investisseurs, mais pas forcément dans la même ville, au même endroit, mais au niveau d'un pays, voire même au niveau international. Quand on a annoncé ça en 2013, honnêtement, les premiers pitchs qu'on a fait, c'était catastrophique. Ça se passait vraiment pas bien, les gens étaient peu formés, ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Et puis, de fil en aiguille, tout ça a atteint un niveau de maturité important. Et ça a été aussi entraîné par les usages. C'est-à-dire que le digital, il faut savoir que chacun d'entre nous, dans sa vie personnelle aujourd'hui, on utilise énormément les outils digitaux. Donc, ce qu'on a assisté également, c'est que finalement, beaucoup d'entre nous, on a des usages encore plus importants dans notre vie personnelle par rapport à notre vie professionnelle. Et donc, ça a entraîné aussi, de facto, dans la vie professionnelle, un usage de plus en plus important de ces outils. Pour arriver à un stade où les outils digitaux de matchmaking pour présenter sa société en phase de levée de fonds à des investisseurs, participer à des e-pitch, pour moi, aujourd'hui, sont des outils incontournables et indispensables. Et en fait, la pandémie, la crise que nous avons vécue, que nous continuons à vivre malheureusement encore, finalement, ça a été l'acte qui a validé le fait que ces outils digitaux faisaient partie maintenant de notre vie. Donc, on n'a jamais eu autant
d'interaction en ligne que évidemment pendant la crise sanitaire. On fait aujourd'hui des pitchs un peu partout en Europe et en Afrique. On en fait une dizaine par mois. Ça, c'est une volumétrie extrêmement importante. On fait aujourd'hui des rencontres en ligne sur des pitchs pour plus de 500 entreprises par an. C'est vraiment des choses qui aujourd'hui fonctionnent très très bien. Et je pense que la pandémie a validé finalement l'intérêt de l'utilisation de ces outils et que la pandémie, une fois passée, on va continuer à les utiliser. Je suis absolument convaincu que ces usages resteront. La pandémie les a renforcés, mais ils vont continuer. Ils sont tellement efficaces et surtout ils permettent à des entrepreneurs de gagner en visibilité au-delà finalement de leur marché local, c'est-à-dire de pouvoir adresser et être connus quand on est dans une logique d'investissement, d'investisseurs évidemment tunisiens, mais aussi d'investisseurs dans d'autres pays et voire même d'autres continents. Alors justement, Gilles, pouvez-vous nous parler d'EuroKitty, qui est une solution de BPI France, qui est un acteur depuis 2008 sur l'écosystème justement des startups et qui permet de faciliter la rencontre des sociétés innovantes, des startups, avec leurs partenaires business, dont les investisseurs. Alors c'est un service effectivement qu'on a créé en 2008. On l'a créé aussi en partenariat avec KfW en Allemagne qui souhaitait pouvoir étendre ce dispositif aux autres pays européens. Et on a démarré finalement avec une logique qui était très simple, c'est finalement la thématique du jour, c'est comment on permet à des sociétés innovantes de rencontrer des investisseurs. On avait ce problème en France et plus largement en Europe, où on avait du mal à faire cette connexion, et on s'est dit qu'un outil digital pouvait répondre à ce besoin. Et ça a été un succès important, et donc on a développé cette plateforme d'abord en Europe, où c'est devenu maintenant la plateforme de référence. On travaille dans le cadre aussi de projets très importants de la Commission européenne, et donc on impacte tous les pays européens et on accompagne des sociétés innovantes, tech, deep tech, dans l'intégralité de ces pays. Et depuis quelques années, on a souhaité également développer cette activité en Afrique, et on a commencé avec un partenariat majeur avec Attijari Wafa Bank. On a créé une première communauté digitale qui a vraiment très très bien fonctionné. Et maintenant, on est en phase d'accélération avec plusieurs projets. L'un d'entre eux, par exemple, est Enrich in Africa, où on va connecter des accélérateurs européens et africains, et on va faire en sorte de faire du soft landing au niveau de leur société. On a évidemment le projet investi dont parlera Aziza tout à l'heure. On a créé aussi un autre dispositif dont Raled pourra parler. Il est membre d'Africa Next, pour faire en sorte que les sociétés africaines, qui sont des sociétés à fort potentiel de croissance, être sélectionnées par leurs investisseurs clés de manière à aller à la recherche de co-investisseurs au niveau international. Et le dernier pitch qu'on a réalisé, on a eu 8 sociétés sélectionnées de différents pays du continent africain qui ont pu se présenter à plus de 100 investisseurs internationaux, des investisseurs évidemment africains, européens, mais aussi américains, japonais, asiatiques, du Proche et du Moyen-Orient. Et c'est ça que le digital permet de faire, donc c'est vraiment fantastique. Donc la vraie proposition de valeur que l'on a et qu'on a de manière collective, c'est de faire gagner en visibilité finalement les meilleures sociétés. C'est-à-dire que une société qui n'est pas finalement n'a pas forcément les prérequis ou les caractéristiques d'intéresser un investisseur, le digital sera en mesure de le faire pour cette société. Et par contre, une société qui correspond par rapport à ces caractéristiques, à ce que recherchent les investisseurs, qui a une traction, qui a des partenaires, qui a finalement un fort développement à venir, on va lui permettre de gagner du temps, on va faciliter sa mise en relation, et on va la mettre dans les meilleures conditions pour justement se connecter à ces investisseurs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, de levée de fonds? Parce qu'on parle beaucoup, on annonce beaucoup de chiffres durant cette période de crise de Covid. Et quelle est la mesure justement sur l'Afrique et la Tunisie à travers votre plateforme? Alors sur la Tunisie, c'est un peu récent, parce qu'on a lancé le projet en novembre, donc Aziza pourra en parler, mais globalement, les métriques sont à peu près les mêmes dans tous les pays. Alors il faut une phase entre guillemets d'adaptation et de mise en place, mais les projets finalement ont à peu près les mêmes caractéristiques que dans tous les pays où nous sommes présents. Je crois qu'on a perdu
Allô? Allô, allô? On t'entend, Tahir. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, donc ce que je disais, c'est que les caractéristiques finalement des levées de fonds et les KPI au niveau d'Euroequity sont semblables en fait dans chaque pays où on intervient. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que notamment en early stage, on a ces dernières années permis aux sociétés innovantes de lever plus de 550 millions d'euros. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on sait, pour avoir étudié finalement les caractéristiques des sociétés qui sont présentes sur Euroequity, qu'une société qui est inscrite en fait sur la plateforme, dans 37% des cas, lève des fonds 18 mois après son inscription, et que plus de 50% d'entre elles lèvent des fonds quand elles sont accompagnées dans le cadre notamment de communautés qui sont présentes sur Euroequity. Donc c'est vraiment des retours qui sont extrêmement positifs, à la fois des sociétés et des investisseurs. Alors ce qu'on note ces dernières années également, c'est finalement le fait que la plateforme finalement adresse maintenant tous les types d'investisseurs. Il y a quelques années, quand on a démarré, on était essentiellement centré sur du early stage, donc avec des business angels et des fonds d'investissement early stage et série A. Et maintenant, on couvre finalement l'intégralité du continuum de l'investissement. Et ça, c'est une tendance qui est vraiment très forte. Hein, et on a de plus en plus de corporate VCs, par exemple, qui sont présents sur Euroequity, de plus en plus de family office, hein, d'un peu partout dans le monde. Et donc, on a aujourd'hui la capacité, en termes d'accompagnement par rapport au levée de fonds, finalement, de partir de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros pour aller à plusieurs dizaines de millions d'euros sur Euroequity. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une des rares plateformes au niveau international qui permet d'adresser l'ensemble de ce continuum de l'investissement. Bah, très bien. Je pense qu'on va peut-être continuer avec Ahmed dans ce cas, en attendant que Tariq revienne. Peut-être Ahmed, tu pourrais. Merci d'ailleurs Gilles pour ton intervention et pour toutes ces clarifications. Donc peut-être maintenant on va céder un petit peu la parole à Ahmed, qui est le CEO de la start-up tunisienne Moumi et qui a réussi quand même, malgré la crise sanitaire, à lever des fonds pour pouvoir se développer et continuer ses activités. Donc Ahmed, d'une manière générale, est-ce que tu peux déjà commencer par nous présenter un petit peu c'est quoi Moumi, c'est quoi la solution, et nous parler un petit peu brièvement du parcours qu'a traversé Moumi? Merci Aziz. En fait, Moumi, c'est une start-up tunisienne qui opère dans le domaine de l'agritech et plus précisément au niveau de l'élevage bovin laitier. Donc, en deux phrases, Moumi, c'est un collier connecté installable sur les vaches laitières et qui est connecté à une plateforme cloud. Donc, lorsqu'on a commencé en 2018, c'était lors du programme du Founder Institute. Par la suite, on est passé par l'accélérateur Flat Six Labs en 2019. Donc, on a eu notre premier fonds d'accélération avec Flat Six Labs. Et par la suite, donc en janvier 2021, on a clôturé notre deuxième tour avec Flat Six Labs et un Maxwella Seed Fund, c'est un investisseur tunisien. Voilà, donc grosso modo, c'est ce que fait Moumi, c'est le parcours. Voilà. Très bien, merci beaucoup Ahmed. Je pense que Tariq est revenu pour reprendre. Voilà, donc Ahmed, il vient de présenter l'activité de Moumi. Donc voilà, on peut enchaîner à partir de ça pour parler peut-être un petit peu voilà, du reste. Alors, si Ahmed est intervenu, c'est ce qui tombe très bien. Bon, ce sont les aléas du direct. Merci Aziza de coordonner et encore bravo. Nous allons passer à Khaled, je pense. Khaled est intervenu. Non, en fait, Khaled, il a juste parlé un petit peu de l'activité de Moumi. Peut-être qu'il pourrait continuer pour parler un petit peu de son avis sur l'investissement en Tunisie, peut-être, et de sa dernière levée de fonds avec Maxwella dans le cadre de la crise sanitaire. Très bien, si Ahmed. Eh ben, écoute, ça tombe bien. Donc, merci pour cet échange et merci à notre audience de nous suivre
voilà, activement, même si je suis reparti, mais je suis là. Alors, par rapport à Maxula Gestion, effectivement, on en a parlé longuement. Aujourd'hui, comment s'est passée cette levée de fonds et surtout dans le cadre, quelle a été la rencontre, le process? Est-ce que vous êtes servi vous avez fait ça en ligne, de manière digitale, et comment vous avez géré cette levée de fonds à distance avec toutes les contraintes qu'on connaît? Nous, dans notre cas, c'est Flat Six Labs Tunis qui a fait l'introduction avec Maxula Gestion. Et par la suite, donc c'était juste les introductions basiques. Gilles, je suppose que vous connaissez ça. Et par la suite, nous, on a pris la relève. Mais il faut savoir que c'est vrai qu'on a conclu fin décembre 2020, début janvier 2021, mais les discussions, elles ont commencé en février 2020, donc juste avant le confinement général et tout ça. Par la suite, donc, on a continué à faire des allers-retours digitaux, par email, par des vidéocalls. Entre-temps, donc, il y a eu des réunions physiques dès qu'il y a eu le déconfinement, c'était en été, l'été de 2020. Voilà, donc, ce que vous voyez, en fait, c'était le résultat d'un négo, d'aller-retour, de due diligence, de compréhension de notre business, parce que notre business, il est un peu spécial, parce que pour pouvoir le comprendre, à part les métriques financières basiques, il faut avoir un minimum de connaissances en agriculture, en élevage bovin, savoir comprendre le marché, comment ça se passe, savoir connaître les intervenants de ce marché. Et donc, voilà, c'est le résultat de 9 mois de discussion. Alors, Moumi aurait-elle aimé avoir, parce que j'imagine qu'il y a eu des contraintes durant cette levée de fonds. Qu'est-ce qui, d'après vous, aurait été, on va dire, utile pour pouvoir vous faciliter cette levée de fonds? Est-ce qu'il y aurait des dispositifs, alors autant, je ne sais pas, des soutiens de la part de l'État, est-ce que des actions qui auraient été possibles pour vous faciliter, vous aider dans cette levée de fonds? Bon, par rapport à notre levée de fonds, si je me permets, il y a deux volets. Par rapport à la crise et par rapport à une levée de fonds indépendamment de la crise. Bon, par rapport à la crise, nous, il y avait pas de problème. On avait, puisqu'on travaille dans un secteur qui est un peu stratégique, donc on fournit du service à l'agriculture d'une façon générale, et du coup, on n'avait pas de problème à circuler, à travailler. C'est vrai que d'un côté opérationnel, ça a diminué un peu, comme tout le monde, mais on n'a pas arrêté notre activité. Par rapport à une levée de fonds en Tunisie, en fait, il y a des limitations ou un état d'esprit qui est en train de changer. Sincèrement, c'est en train de changer. La première chose, c'est par rapport à l'appréhension des investisseurs tunisiens par rapport à l'investissement à risque et plus précisément le fait d'investir dans des startups. Donc ça, c'est en train de changer. Le deuxième, c'est il y a un point légal qu'il faut discuter, et surtout par rapport aux startups qui ont des solutions software. Et par rapport à les législations ici en Tunisie, par exemple, le fonds de roulement ne doit pas, pour un schéma d'investissement, le fonds de roulement ne doit pas dépasser les 30%. Le reste, ça doit être inclus dans des investissements matériaux, des chaînes de production, de l'immobilier et tout ça. Alors que la vérité, la réalité des choses, on a beaucoup de développement, et pour faire ce développement, on a beaucoup de développement, c'est la nature de l'activité, et pour faire ce développement, il faut des ingénieurs et il faut des salaires. Et du coup, on dépasse de loin les 30% imposés par la loi. Et du coup, surtout avec les investisseurs institutionnels, lors des vérifications du schéma d'investissement, ça coince.
Et malheureusement, beaucoup de startups, ils se rendent compte que ça coince, qu'après 6 mois ou 9 mois d'aller-retour, de travail et tout ça, et ça peut carrément arrêter la boîte à cause de ça. Donc, il y a 2 points en fait. Par rapport à la Covid, donc ici du côté de l'administration et tout ça, c'est réglé. Mais le deuxième point par rapport aux investisseurs et par rapport à la législation, ça, il va falloir qu'on y travaille tous pour que ça change. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, et je vais switcher en anglais pour ce panel, car nous avons le plaisir d'avoir ici Khaled Ismail, donc Managing Director of Grow in Africa Fund. Khaled, fine. I would like to ask you a few questions for you. We prepare a few questions. Can you first of all introduce us the Growth in Africa Fund? Sure. First of all, thank you for having me join this prestigious panel. The Growth in Africa Fund is actually a new concept that emerged from a real problem. And the real problem we have identified is basically that there are many, many startups in many African countries that have proven their product market fit and have been able to grow locally. But because of the limitation of size of their own home market and the buying power in the market they are operating, they cannot grow, to the bigger scales that we all look for that can create good exits and can create unicorns and so on. The exceptions to that are the companies like Jumia or like Souq or like Careem, who have managed to grow geographically in a short time, relatively short time. And by doing so, they have managed to grow their market size because they added more and more countries to their portfolio. So the Growth in Africa Fund is a fund that will do the same thing for startups. Once they have proven themselves in one country, it will go and invest with them to grow in other countries in Africa by virtue of giving them, of course, investment money, but also by connecting them to the right partners, to government, to regulatory, a lot of issues that may be different from one country to the other. So the role of the fund here is to pave the way for those startups to grow in many countries without many hiccups or problems. That's in a nutshell what the fund will be doing. See, Khaled, what type of startups are you looking for? Do you have any scope? There is also it's around Africa or only in a specific region? Conceptually, it's for the whole continent, but of course, we cannot start with 54 countries. So originally, it will start with a limited number, maybe 10 countries only, and then we will expand with time. As for sectors, I think we look for sectors that are common. So where the problems are the same in most of the African countries. I can name, for instance, health tech. Health is a problem in the majority of the African countries, and governments are failing to give the service that is needed on a global quality that the World Health Organization is recommending. So there is a lot of room for breakthroughs in health by using technology that will help Africa leapfrog. And that applies to almost all the African countries. So that is a sector we're very keen on working on. Similarly, agriculture, which is very important to the GDP of most of the African countries. Again, there is an element of technology that can be introduced to agriculture to add efficiency, to add productivity, to add better logistics, to reduce waste.
and so on. And those are the kind of startups that we will look for. Generally, also green energy, green economy, recycling, waste management are all topics that affect almost all the African countries we know of. And hence, we will be focused on all of these specific topics that can really have an impact, can have also a developmental aspect, but are primarily addressing a problem that we all know of. And once the problem has been resolved in one country, it was only clever to take that solution and move with it to different countries instead of starting from scratch. Khaled, in your own experience, what is the best time to start a fundraising for the startups who are listening to us? In general, do you mean for the first time, or I mean for the continuous first. Yes, in the continuous stage. I mean, after the early stage. Sometimes some startups are looking directly for investors, and they didn't finish their business plans and everything. What is for you the best time? I think there is a time for everything. So when you're initially still at ideation phase, you need to raise money, from friends and family and trusted maybe one or two angels. So there is a group of people or investors who can come at that very early stage. And then when you mature a little bit, of course, there are angels and angel networks at very early stage VCs who can come, and so on. So I don't think there is a certain time for investment. There is a continuum of time that can raise money, but startups need to know whom are they raising from. The mistake they make is they go to a VC while they are still in ideation phase or pre-monetization phase. VCs don't do that. So they just have to select the right investors for the right time. That's the correct answer. It's not one time or a certain time that they need to raise. Khaled, do you think at this time the investors are still interested to invest, or maybe they prefer to secure their own portfolio with their own company? Or do you think they can invest at this time? This is a good time too. From our experience in 2020, which was a very bad year, and COVID-19 all over and so on, we still managed to all our portfolio companies who were raising, additional funding rounds and so on. 100% of them successfully raised their rounds. So it's bad times are sometimes good times for certain startups. Bad times are times where you have to become more clever with your financial planning and with your cash flow. So actually, bad times quite often turn out to be good times when you think about them later. And we as investors stood very close to our portfolio companies to help them think about what to do during bad times. But from an investor perspective, I can tell you, investors look for good opportunities, whether it's good time or bad time. If the good opportunity comes and they like the team, they like the idea, they like the space, they like the solution, I think they will invest. Can you share with us the experience of Growing Africa with the Eurocity and the community of Africa Next that Gilles spoke before? Can you repeat the question, please? Can you share your experience with Growing Africa about Eurocity? We were talking about Africa Next, the network, with the session of ePitch. How it works with this collaboration? I'm not sure I follow the question, but we we're still fundraising for GIAF for Growing Africa Fund,
So we haven't deployed any investments, but we collaborate with any partners who are interested in the continent, and also any event that brings in, limited partners who are looking to invest as fund of funds, and we were introduced to some of those. So I think that's what we are doing at the moment, if that answers your question. Hello? Do you hear me? Yes, yes, I hear you. Yes. Sorry. Anyway, thank you very much, Khaled. Let me start with Aziza. Aziza, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Je vous entends très bien. Alors, au vu de tout ce qu'on a pu entendre de Gilles, de Ahmed, de Khaled, quelles sont d'après toi les problématiques qui sont liées à ces startups, à cet écosystème, dans le manque de financement et ce manque de connexion avec ces écosystèmes internationaux? Alors, donc, nous avons tous remarqué que principalement après l'adoption de la loi Startup Act en avril de 2018 en Tunisie, ça a eu un impact énorme sur la croissance de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Donc aujourd'hui, on a plus de 350 startups tunisiens labellisées et cette loi n'a fait qu'encourager les jeunes entrepreneurs à se lancer, à créer leur entreprise, etc. Mais comme tout écosystème dans le monde, comme tout écosystème entrepreneurial dans le monde, il connaît des challenges, quelques limites, des challenges, etc. Moi, je préfère plutôt dire des pistes d'amélioration. Et peut-être que les principaux challenges rencontrés aujourd'hui, c'est déjà l'accès au financement pour les entrepreneurs qui veulent lever pour continuer à développer leur entreprise. Ça, c'est de un. De deux, en tant qu'écosystème entrepreneurial, c'est très important d'être connecté avec d'autres écosystèmes internationaux. Donc, nous, on s'est basé sur ces deux constats pour créer justement ce projet Investi que je gère actuellement à travers Expertise France, en étant membre d'Expertise France et en collaboration bien évidemment avec l'organisation Tunisian Startups. Donc le projet Investi est né à partir de ces deux constats. Le manque d'accès au financement pour les entrepreneurs et le manque de connexion de l'écosystème tunisien avec les écosystèmes internationaux. Voilà. Donc je pense que c'est les deux problématiques majeures que rencontre l'écosystème pour continuer à croître. Sinon, je vais enchaîner par la présentation de Investi. Au fait, Investi, techniquement, c'est une communauté qui se trouve sur la plateforme internationale de matchmaking Euroquity de BPI France, qui est gérée par Gilles Lecogen, qui est avec nous aujourd'hui dans ce panel. Et voilà, donc Investi, c'est la communauté qui représente l'écosystème entrepreneurial tunisien. Donc, c'est une communauté 100% dédiée aux startups tunisiennes innovantes. Donc, on cherche des startups, on est en train de cibler les startups tunisiennes qui sont à fort potentiel de croissance et d'internationalisation et qui veulent lever des fonds. Pas forcément maintenant, là, tout de suite. Une startup tunisienne, elle peut faire partie de Investi sans pour autant vouloir lever des fonds maintenant. Mais elle a en tout cas l'idée et l'envisage sur un court terme de lever des fonds pour son entreprise. Donc aujourd'hui, donc on a lancé cette communauté en novembre 2020. Et voilà, donc dans le cadre du projet Innovi d'Expertise France. Et le projet aujourd'hui, il est en train de s'agrandir. On a une communauté qui est constituée de 85 membres actifs dans 61 startups tunisiennes, 12 structures d'investissement et 12 structures d'accompagnement. Et notre rôle à travers cette communauté, c'est justement de l'animer également. Ça se passe principalement à travers l'organisation de sessions de e-pitch, qui est l'événement phare d'Euroquity de manière générale. Donc, dans le cadre de la communauté Investi, on organise des sessions de e-pitch tous les 2 mois. Donc, c'est des sessions d'1 heure en général et qui permettent de rencontrer des investisseurs non seulement locaux, mais aussi des investisseurs internationaux. Et c'est ça l'avantage d'Investi, en fait, c'est de donner cette dimension un petit peu internationale à l'écosystème tunisien et de permettre aux entrepreneurs tunisiens de lever des fonds auprès d'investisseurs internationaux.
Je voudrais aussi rebondir sur le point qui a été dit presque par tout le monde, par Gilles, par Khaled aussi et par Ahmed, c'est le fait que si une start-up tunisienne est innovante et si elle a une bonne solution qui est vraiment scalable, les investisseurs continuent à investir malgré la crise sanitaire. Et justement, grâce à Investi, on donne cette opportunité aux startups tunisiennes à travers Investi de se connecter avec des investisseurs en participant à des sessions de pitch. Voilà. C'est à peu près ce qu'on fait dans le cadre de Investi. Il me semble qu'Aziza, vous avez justement proposé aussi des workshops, Oui. notamment demain. Donc, on invitera, vous pouvez nous en parler plus et peut-être inviter les internautes qui nous suivent à y participer. Exactement. En fait, donc on aura demain une session de workshop avec Anta, qui est la African Project Lead dans l'équipe Euroequity de BPI France. Donc, elle va m'accompagner pour vraiment vous montrer, vous donner plus de détails par rapport à Investi, comment vous pouvez rejoindre cette communauté si vous êtes une société, une structure d'investissement ou une structure d'accompagnement. Donc, on va vous montrer comment vous pouvez intégrer cette communauté et on va vous donner plus de détails par rapport aux activités de Investi. Donc, vous n'avez qu'à vous inscrire au workshop du 24 février de midi à 12h30 pour connaître tous ces détails. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Merci Gilles Le Gogen, donc Head of Euroequity BPI France. Khaled Ismail, Managing Director Growth in Africa Fund. Thank you very much. Ahmed Ajbala, CEO de Moumi. Merci encore. Et Aziza Inoubli, bravo pour et je serai au rendez-vous demain pour ce workshop en ligne. Super. Je vous invite vraiment à suivre activement toutes les activités de Rieda cette année en ligne et qui répondront certainement à toutes les questions dont un entrepreneur rêve et dont une start-up a besoin pour avancer durant cette période de crise, de pandémie. Et comme on dit, Inch'Allah, le meilleur est à venir. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.